L'océan Pacifique couvre un tiers de notre planète. Sa surface dépasse celle de toutes les terres émergées réunies. Il pourrait engloutir la planète Mars entière et il resterait encore de la place. Pourtant, nous en savons moins sur ses profondeurs que sur la face cachée de la Lune. Comment est-ce possible ? Pourquoi l'endroit le plus vaste de notre monde reste-t-il l'un des plus mystérieux ? Et surtout, qu'est-ce qui se cache vraiment dans ces abîmes inexplorés ? Imaginez un océan si grand que vous pourriez y faire tenir l'Afrique 2 fois. Un monde sous-marin où des montagnes dépassent l'Everest et des canyons engloutiraient des villes entières sans laisser de traces. Un territoire où vivent des créatures qui n'ont jamais vu la lumière du soleil, où l'eau bout à 350 degrés sans se transformer en vapeur, où la pression écrase le métal comme une canette vide. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est l'océan Pacifique, et nous ne connaissons presque rien de lui. Depuis des millénaires, les humains ont traversé sa surface. Nous avons cartographié ses côtes, navigué sur ses vagues, pêché ses poissons. Mais descendre dans ses profondeurs, c'est une autre histoire. Plus d'hommes ont marché sur la Lune que n'ont atteint le fond de la fosse des Mariannes. Plus de télescopes scrutent les galaxies lointaines que de caméras n'explorent les plaines abyssales du Pacifique. Pourquoi cette négligence ? Parce que descendre au fond de l'océan est, à bien des égards, plus difficile que d'aller dans l'espace. Avant de plonger dans les mystères des profondeurs, prenez un moment pour soutenir cette chaîne. Abonnez-vous et appuyez sur le bouton j'aime. Chaque semaine, nous explorons les phénomènes les plus fascinants de notre planète et de l'univers. Votre soutien nous permet de continuer à creuser ces questions qui défient notre compréhension du monde. Revenons au Pacifique. Cet océan cache des secrets qui pourraient transformer notre vision de la vie elle-même. Des écosystèmes entiers prospèrent dans l'obscurité totale. Des créatures géantes se nourrissent de produits chimiques toxiques. Des sources d'eau brûlantes jaillissent du plancher océanique et créent des oasis de vie là où tout devrait être mort. Mais nous ne découvrirons ces merveilles que si nous osons descendre. Et jusqu'à présent, nous avons à peine effleuré la surface. Parlons chiffres. Le Pacifique s'étend sur 165 millions de kilomètres carrés. C'est presque la moitié de tous les océans du monde réunis. Sa profondeur moyenne dépasse 4000 mètres. Pour vous donner une idée, si vous placiez la Tour Eiffel au fond du Pacifique moyen, son sommet serait encore à plus de 3 km sous la surface. L'eau au-dessus écraserait tout. La pression à ces profondeurs atteint 400 fois celle que nous ressentons à la surface. C'est comme avoir un éléphant qui se tient sur chaque centimètre carré de votre corps. Même les sous-marins militaires les plus résistants ne peuvent descendre qu'à quelques centaines de mètres avant que leur coque ne commence à se plier. Le Pacifique contient plus d'eau que tous les autres océans combinés avec un surplus. Son volume total dépasse 700 millions de kilomètres cubes. Si vous videz tout ce volume et le transformez en glace, vous pourriez construire un pont solide entre la Terre et la Lune et faire l'aller-retour plusieurs fois. Mais ce n'est pas seulement la quantité qui impressionne, c'est aussi la profondeur. Le point le plus profond connu de notre planète se trouve dans le Pacifique. La fosse des Mariannes plonge à près de 11 000 mètres sous la surface. Si vous preniez le mont Everest et le renversiez tête en bas dans cette fosse, son sommet serait encore à plus de 2 km sous l'eau. À cette profondeur, l'obscurité est absolue. Aucune lumière du soleil ne pénètre au-delà de 200 mètres. Tout ce qui vit en dessous évolue dans un noir complet et permanent. La température de l'eau avoisine 0 degré. Et pourtant, la vie persiste. Mais voici le paradoxe qui rend tout cela encore plus étrange. Malgré son immensité et son importance pour la vie sur Terre, nous avons exploré moins d'1% du Pacifique en détail. La plupart des cartes des fonds marins ont une résolution si faible qu'elles ne peuvent détecter que les reliefs de plusieurs kilomètres. Des chaînes de montagnes sous-marines entières restent invisibles. Des volcans actifs crachent leur lave sans que personne ne le sache. Des créatures inconnues nagent dans des eaux que personne n'a jamais vues. Certains scientifiques estiment que nous avons cartographié la surface de Mars avec 100 fois plus de détails que le fond du Pacifique. Les satellites peuvent mesurer chaque cratère martien de plus de 10 mètres. Mais dans l'océan, la plupart des zones n'ont jamais été observées directement. Nous nous fions à des sondeurs acoustiques qui envoient des ondes sonores vers le fond et mesurent le temps qu'elles mettent à rebondir. C'est comme essayer de deviner à quoi ressemble une ville en lui triant dessus et en écoutant l'écho. Pourquoi cette ignorance ? Pourquoi n'avons-nous pas déjà envoyé des flottes de sous-marins explorer chaque recoin du Pacifique ? La réponse tient en 3 mots. Pression, obscurité, coût. Mais creusons plus profondément. Comprenons vraiment pourquoi le Pacifique résiste à nos efforts d'exploration avec une telle férocité. Commençons par la pression. À la surface de la Terre, l'atmosphère exerce une pression d'environ 1 bar. C'est la force de l'air qui nous entoure. Nous ne la sentons pas parce que nos corps y sont adaptés depuis toujours. Mais dans l'eau, la pression augmente de façon spectaculaire. Chaque 10 mètres de descente ajoute 1 bar de pression.
À 100 mètres de profondeur, vous subissez 11 fois la pression atmosphérique. Les plongeurs professionnels peuvent atteindre cette profondeur avec un équipement spécialisé, mais pas plus bas. Leur corps commencerait à se comprimer dangereusement. À 1000 mètres, la pression atteint 100 bars. C'est 100 fois la pression à la surface. À cette profondeur, une bouteille en plastique serait écrasée en une fraction de seconde. Votre corps se compresserait comme une éponge sous un marteau. L'air dans vos poumons se condenserait en un volume minuscule. Vous ne pourriez pas survivre une milliseconde sans protection. Et nous ne parlons ici que de 1000 mètres, soit un quart de la profondeur moyenne du Pacifique. Descendons encore. À 4000 mètres, la profondeur moyenne, la pression atteint 400 bars. Le métal ordinaire se déforme, les joints s'écrasent, les vitres se fissurent. Seuls les matériaux les plus résistants peuvent supporter cette force. Les submersibles doivent être construits avec des alliages de titane ultra épais. Leurs parois peuvent mesurer 15 cm d'épaisseur pour une cabine de quelques mètres cubes. Le moindre défaut dans le métal, la plus petite fissure, et l'eau jaillit à l'intérieur comme un jet de découpe industrielle. Et à 11 000 mètres, au fond de la fosse des Mariannes, la pression dépasse 1000 bars. C'est 1000 fois la pression atmosphérique. Imaginez un millier d'éléphants empilés sur chaque centimètre carré. À cette profondeur, même les engins les plus résistants gémissent sous la contrainte. Les soudures sont testées à leurs limites. Les concepteurs doivent calculer chaque millimètre avec une précision extrême. Une erreur et l'engin implose en une fraction de seconde, broyé comme une coquille d'œuf sous un point. Mais la pression n'est qu'un des obstacles. Il y a aussi l'obscurité. Au-delà de 200 mètres, la lumière du soleil disparaît complètement. Même dans les eaux les plus claires, aucun rayon ne pénètre plus profond. L'obscurité est totale et permanente. Pour explorer, il faut apporter sa propre lumière. Et les projecteurs consomment de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Les batteries des submersibles s'épuisent rapidement. Chaque heure de plongée doit être planifiée avec soin. Il n'y a pas de prise électrique au fond de l'océan. Sans lumière, impossible de voir. Sans voir, impossible d'explorer efficacement. Les scientifiques utilisent des caméras, des projecteurs, des sonars. Mais tout cela a ses limites. Les particules dans l'eau diffusent la lumière. Même avec les projecteurs les plus puissants, la visibilité dépasse rarement quelques dizaines de mètres. C'est comme essayer d'explorer une forêt dense avec une lampe de poche dans le brouillard. Vous ne voyez qu'une minuscule fraction de ce qui vous entoure. Et puis il y a le coût. Construire un submersible capable d'atteindre les grandes profondeurs nécessite des années de recherche et des dizaines de millions d'euros. Chaque plongée coûte des centaines de milliers d'euros en préparation, en équipage, en navire de soutien. Un seul robot d'exploration peut coûter autant qu'un avion de ligne. Et contrairement à un avion, il ne peut être utilisé que quelques heures à la fois avant de remonter pour maintenance. Les navires océanographiques eux-mêmes représentent un investissement colossal. Ils doivent être équipés de treuils, capables de descendre et remonter plusieurs tonnes d'équipement à travers des kilomètres d'eau. Ils ont besoin de laboratoires à bord, de systèmes de positionnement ultra précis, d'équipes de scientifiques et de techniciens. Une campagne d'exploration de quelques semaines peut coûter plusieurs millions d'euros. Et pourquoi ? Pour explorer peut-être quelques kilomètres carrés de fond océanique. Une goutte d'eau dans l'immensité du Pacifique. Alors oui, nous avons les moyens techniques d'explorer, mais pas les ressources pour le faire à grande échelle. Pas encore. Et pendant ce temps, le Pacifique garde ses secrets jalousement. Mais cela commence enfin à changer, même si lentement. Revenons aux chiffres de l'exploration. Ils sont à la fois fascinants et déprimants. Depuis les années 50, quand l'exploration sous-marine a vraiment commencé, environ 44 000 plongées ont été effectuées dans les grands fonds du monde entier. Cela peut sembler beaucoup, mais répartissons ces chiffres. Sur ces 44 000 plongées, la majorité s'est concentrée dans des zones très limitées. 65% ont eu lieu dans un rayon de 400 km autour de seulement 3 pays, les États-Unis, le Japon et la Nouvelle-Zélande. Pourquoi cette concentration ? Parce que ces pays possèdent les navires, les submersibles et les budgets nécessaires. L'exploration des grands fonds est un luxe que peu de nations peuvent se permettre. Résultat, des régions entières du Pacifique n'ont jamais été visitées. Des zones aussi vastes que des continents restent totalement inconnues. Nous ignorons ce qui s'y trouve. Et voici le chiffre le plus stupéfiant. Une étude récente a calculé que seulement 0,001% des grands fonds a été exploré visuellement. C'est moins d'un millième de 1%. Si nous devions comparer, c'est comme si les scientifiques terrestres ne connaissaient qu'une zone de la taille de Paris sur toute la surface des continents. Imaginez tout ce que nous manquerions. Les montagnes, les déserts, les forêts, les canyons. Des civilisations entières pourraient exister sans que nous le sachions. Dans le Pacifique, cette ignorance est encore plus frappante.
Les scientifiques estiment que 90% des espèces vivant dans les profondeurs du Pacifique n'ont jamais été décrites. 90%! Cela signifie que pour chaque créature que nous connaissons, 9 autres nagent, rampent ou flottent dans l'obscurité sans que nous ayons la moindre idée de leur existence. C'est comme vivre sur une planète où nous n'aurions identifié qu'un dixième des animaux terrestres. Nous ne saurions rien des éléphants, des tigres ou des aigles si nous n'en avions jamais vu. Comparons avec l'exploration spatiale. Plus de 12 personnes ont marché sur la Lune. Des dizaines de sondes ont exploré Mars, Vénus, Jupiter, Saturne. Nous avons envoyé des télescopes observer des galaxies à des milliards d'années-lumière. Mais au fond du Pacifique, seulement une trentaine de personnes ont atteint le point le plus profond de la fosse des Mariannes. Et la plupart y sont restés moins d'1 heure avant de remonter. Cette disproportion révèle une vérité inconfortable. Nous préférons explorer ce qui brille dans le ciel plutôt que ce qui se cache sous nos pieds. L'espace fascine, les étoiles inspirent. Mais l'océan, il est sombre, froid, hostile. Il ne fait pas rêver de la même manière. Et pourtant, il recèle probablement plus de découvertes révolutionnaires que toutes les planètes du système solaire réunies. Mais pour les trouver, il faut descendre. Il faut affronter les abysses. Et cela commence par l'endroit le plus profond de tous, la fosse des Mariannes. 11 km de chute libre dans l'obscurité, le point le plus bas jamais découvert sur notre planète. Pour atteindre son fond, il faudrait empiler l'Everest et ajouter encore 2,5 km de roches au-dessus. C'est un gouffre si profond que si vous laissiez tomber une pierre du bord, elle mettrait plus d'1 heure à toucher le fond. Et pendant toute cette descente, elle traverserait des couches d'eau de plus en plus froides, de plus en plus sombres, de plus en plus écrasantes. La fosse des Mariannes a été découverte en 1875 lors de la première expédition océanographique mondiale menée par le navire britannique Challenger. Les marins ont jeté des cordes lestées et ont mesuré des profondeurs dépassant 8000 mètres. Ils n'en croyaient pas leur relevé. Comment un tel abîme pouvait-il exister ? Pendant des décennies, la fosse est restée un mystère cartographique, une simple ligne sur une carte. Ce n'est qu'en 1960 que 2 hommes ont osé y descendre. Jacques Piccard, océanographe suisse, et Don Walsh, lieutenant de la marine américaine, sont montés à bord du bathyscaphe Trieste. C'était un submersible massif, conçu pour résister à des pressions inimaginables. Sa cabine mesurait à peine 2 mètres de diamètre. Les 2 hommes s'y sont glissés et ont commencé la descente. 4 heures. C'est le temps qu'il leur a fallu pour atteindre le fond. 4 heures de chute lente dans le noir, avec seulement le craquement occasionnel de la coque sous la pression comme compagnie. À mi-chemin, une fenêtre s'est fissurée. Ils ont continué quand même. Finalement, à 10 916 mètres de profondeur, le Trieste a touché le fond. Piccard et Walsh sont devenus les premiers humains à voir l'endroit le plus profond de la Terre. Et qu'ont-ils vu ? De la vie. Contre toute attente, dans cet environnement censé être stérile, ils ont aperçu des crevettes et un poisson plat. La vie existait même là. Cette découverte a bouleversé toutes les théories. Si des créatures pouvaient survivre dans cet enfer de pression et d'obscurité, alors la vie était bien plus résiliente qu'on ne le pensait. Mais Piccard et Walsh n'ont passé que 20 minutes au fond avant de remonter. 20 minutes pour observer l'endroit le plus mystérieux de la planète. Ce n'était pas suffisant. 52 ans se sont écoulés avant qu'un autre humain ne retourne au fond de la fosse des Mariannes. En 2012, le réalisateur James Cameron y est descendu seul à bord du submersible Deep Sea Challenger. Cette fois, la technologie avait évolué. Cameron a pu filmer en haute définition, prendre des échantillons, explorer pendant plusieurs heures. Ces images ont révélé un monde étrange et fascinant. Des amphipodes géants, des créatures translucides, des poissons limaces au corps mou adaptés à la pression écrasante. Puis, en 2019, l'explorateur Victor Vescovo a battu tous les records de profondeur. Son submersible a atteint 10 928 mètres, plus profond que jamais auparavant. Et il a fait quelque chose d'encore plus impressionnant. Il y est retourné plusieurs fois. En l'espace de quelques jours, Vescovo a effectué 4 plongées successives dans la fosse. C'était une démonstration de fiabilité technique sans précédent. Pour la première fois, l'exploration régulière des grands fonds semblait possible. Mais même avec ces avancées, nous n'avons fait qu'effleurer la surface de ce qui se cache dans la fosse des Mariannes. Chaque plongée révèle de nouvelles espèces. Des vers tubicoles de 30 cm de long, des concombres de mer translucides, des crustacés géants aux pattes délicates. Et puis, malheureusement, il y a aussi les déchets humains. Vescovo a trouvé un sac en plastique au fond de la fosse. Même l'endroit le plus reculé de la Terre n'échappe pas à notre pollution. Mais parlons des créatures elles-mêmes. Comment peuvent-elles survivre ? Comment leur corps résiste-t-il à une pression qui écraserait un sous-marin mal conçu ? La réponse réside dans l'adaptation évolutive. Les organismes des grands fonds n'ont pas d'espace rempli d'air qui pourrait se comprimer. Leurs corps sont constitués principalement d'eau et de tissus incompressibles.
Certains poissons n'ont même pas de vessie natatoire, cet organe que la plupart des poissons utilisent pour contrôler leur flottabilité. Au lieu de cela, ils dérivent lentement dans l'eau, économisant leur énergie. Leurs cellules contiennent des composés spéciaux qui stabilisent les protéines sous haute pression. Sans ces molécules, les protéines se déformeraient et cesseraient de fonctionner. C'est comme ajouter un cadre de soutien à une structure qui, autrement, s'effondrerait. Ces adaptations ont mis des millions d'années à évoluer. Elles sont si spécialisées que si vous remontiez ces créatures à la surface, elles mourraient presque instantanément. Leur corps ne peut fonctionner que sous pression extrême. Et puis il y a les yeux, ou plutôt leur absence. Beaucoup de créatures des abysses sont aveugles. Pourquoi garder des yeux dans un endroit où la lumière n'existe pas ? Certaines ont perdu leurs yeux complètement au cours de l'évolution. D'autres ont développé des organes sensoriels différents. Des antennes ultrasensibles qui détectent les vibrations dans l'eau. Des récepteurs chimiques qui perçoivent les odeurs à des kilomètres de distance. Dans l'obscurité totale, d'autres sens deviennent plus importants que la vue. Mais toutes les créatures des grands fonds ne sont pas aveugles. Certaines ont développé la bioluminescence, la capacité de produire leur propre lumière. Des poissons avec des leurres lumineux qui pendent devant leur bouche pour attirer des proies. Des calmars qui émettent des flashs de lumière pour communiquer ou pour effrayer les prédateurs. Des méduses qui brillent dans le noir comme des fantômes translucides. Dans ce monde sans soleil, la lumière biologique devient une arme, un outil, un langage. Récemment, des scientifiques ont découvert dans la zone de fracture de Clarion-Clipperton, une région du Pacifique entre Hawaï et le Mexique, plus de 5000 nouvelles espèces. 5000. Et ce n'est qu'une zone parmi tant d'autres. Les chercheurs estiment que 90% des espèces de cette région restent non décrites. Imaginez combien d'autres créatures étranges et merveilleuses nagent dans les profondeurs du Pacifique sans que nous le sachions. Certaines de ces créatures semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Le calmar géant, par exemple, peut atteindre 13 mètres de long. Ses yeux sont les plus grands du règne animal, de la taille d'une assiette. Il chasse dans l'obscurité totale, à des profondeurs dépassant 1000 mètres. Pendant des siècles, les marins parlaient de monstres marins aux tentacules gigantesques. Nous pensions qu'ils exagéraient, mais ils disaient la vérité. Le calmar géant existe, et nous ne l'avons filmé vivant pour la première fois qu'en 2012. Ou prenez le poisson dragon noir. Il vit à plus de 1500 mètres de profondeur. Son corps est entièrement noir, absorbant la lumière comme du velours. Il possède des dents si longues qu'elles dépassent de sa bouche même quand elle est fermée. Et il produit une lumière rouge unique, invisible pour la plupart des autres créatures des profondeurs. C'est comme avoir des lunettes de vision nocturne que personne d'autre ne peut détecter. Il chasse dans le noir total, avec un avantage que ses proies ne peuvent même pas percevoir. Puis, il y a les xénophyophores, des organismes unicellulaires géants qui peuvent atteindre 20 cm de diamètre. Oui, vous avez bien lu. Des cellules uniques, aussi grandes que votre main. Ils vivent dans les sédiments au fond de l'océan et forment des structures complexes ressemblant à des éponges. Les scientifiques pensent qu'ils jouent un rôle crucial dans l'écosystème abyssal, mais nous ne comprenons toujours pas vraiment comment ils fonctionnent. Ce sont des énigmes vivantes. Et ce n'est que le début. Chaque expédition dans le Pacifique profond révèle de nouvelles merveilles. Des éponges de verre qui ressemblent à de délicates sculptures de cristal. Des vers tubicoles géants qui vivent près des sources hydrothermales. Des concombres de mer transparents qui dérivent lentement sur les plaines abyssales. Un bestiaire sans fin de créatures adaptées à un monde que nous pouvons à peine imaginer. Mais comment ces créatures survivent-elles dans un environnement si hostile ? La réponse se trouve dans l'une des découvertes les plus révolutionnaires de l'océanographie moderne. En 1977, des scientifiques ont fait une découverte qui a bouleversé notre compréhension de la vie sur Terre. Ils exploraient une dorsale océanique dans le Pacifique, près des îles Galapagos, quand soudain, leurs caméras ont capté quelque chose d'incroyable. Des cheminées noires crachaient de l'eau surchauffée dans l'océan froid. Et tout autour, grouillait la vie. Une vie abondante, luxuriante, dans un endroit qui aurait dû être un désert stérile. Ces structures ont été baptisées fumeurs noirs. Imaginez des cheminées de pierre qui s'élèvent du plancher océanique, parfois jusqu'à 40 mètres de haut. De leur sommet, jaillissent des panaches d'eau noire chargés de minéraux. Cette eau peut atteindre 350 degrés Celsius. Oui, 350 degrés. À la surface, elle bouillirait instantanément. Mais au fond de l'océan, sous une pression énorme, elle reste liquide. Elle monte en tourbillonnant comme de la fumée sombre, d'où le nom de fumeur noir. Comment ces cheminées se forment-elles ? L'eau de mer s'infiltre dans les fissures du plancher océanique. Elle descend profondément, jusqu'à rencontrer le magma brûlant sous la croûte terrestre. Là, elle se réchauffe à des températures extrêmes et se charge de minéraux dissous, soufre, fer, cuivre, zinc. Puis elle remonte sous pression
et jaillit du fond marin comme un geyser sous-marin. Quand cette eau bouillante rencontre l'eau glacée de l'océan, les minéraux précipitent et forment des structures solides. Couche après couche, les cheminées grandissent. Mais voici ce qui rend les fumeurs noirs vraiment extraordinaires. Autour d'eux, prospère un écosystème complet qui ne dépend pas du soleil. Réfléchissez-y, toute la vie sur Terre que nous connaissons tire son énergie du soleil. Les plantes font la photosynthèse, les herbivores mangent les plantes, les carnivores mangent les herbivores, le soleil est à la base de tout, sauf ici. Ici, à 2600 mètres sous la surface, où aucun rayon de soleil ne pénètre jamais, la vie a trouvé une autre source d'énergie, la chimie. Des bactéries spécialisées vivent dans l'eau chaude autour des fumeurs noirs. Elles utilisent les composés soufrés pour produire de l'énergie, un processus appelé chimiosynthèse. Ces bactéries forment la base d'une chaîne alimentaire entière. Des vers tubicoles géants, certains atteignant 2 mètres de long, vivent fixés aux cheminées. Ils n'ont ni bouche, ni système digestif. Au lieu de cela, ils hébergent des milliards de bactéries chimiosynthétiques dans leur corps. Les bactéries produisent de l'énergie et les vers en bénéficient. C'est une symbiose parfaite. Des crevettes aveugles grouillent par milliers autour des sources. Leurs yeux ont disparu au cours de l'évolution, remplacés par des organes sensibles à la chaleur sur leur dos. Elles détectent la chaleur des fumeurs et s'en approchent pour se nourrir des bactéries. Des crabes géants patrouillent les cheminées, cherchant des proies. Des moules et des palourdes s'accrochent aux roches chaudes, filtrant l'eau riche en nutriments. Un véritable oasis de vie dans le désert abyssal. Les scientifiques ont été stupéfaits par cette découverte. Elle a ouvert une possibilité fascinante. Si la vie peut exister sans soleil sur Terre, pourquoi pas ailleurs, dans l'univers ? Les lunes glacées de Jupiter et de Saturne possèdent des océans sous leur surface de glace. Ces océans pourraient avoir des sources hydrothermales. Et si c'est le cas, ils pourraient héberger la vie. Les fumeurs noirs du Pacifique nous ont montré que la vie est bien plus flexible et résiliente que nous ne le pensions. Elle trouve toujours un moyen, même dans les endroits les plus improbables. Depuis cette première découverte, des centaines de champs de fumeurs noirs ont été identifiés dans le Pacifique. Chacun possède son propre écosystème unique, avec des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Certaines cheminées crachent de l'eau blanche au lieu de noire, riche en calcium plutôt qu'en soufre. D'autres émettent des fluides tièdes au lieu d'être brûlants. Chaque variation crée un habitat différent, une niche écologique où la vie s'adapte et prospère. Mais aujourd'hui, ces écosystèmes fragiles font face à une nouvelle menace, l'exploitation minière. Les fumeurs noirs ne sont pas seulement des merveilles biologiques, ce sont aussi des gisements de métaux précieux. Les cheminées accumulent du cuivre, du zinc, de l'or, de l'argent. Au fil des millénaires, ces minéraux se déposent et forment des concentrations qui intéressent énormément l'industrie minière. Avec la demande croissante en métaux pour les batteries électriques et l'électronique, les entreprises regardent vers les océans, et plus particulièrement vers le Pacifique. La zone de fracture de Clarion-Clipperton, située entre Hawaï et le Mexique, est devenue le terrain de jeu de cette nouvelle ruée vers l'or. Cette région s'étend sur près de 4,5 millions de kilomètres carrés. Son plancher océanique est jonché de nodules polymétalliques, des concrétions rocheuses de la taille de pommes de terre qui contiennent du nickel, du cuivre, du cobalt et du manganèse. Les scientifiques estiment qu'il y a là-bas 34 milliards de tonnes de nodules. 34 milliards. C'est une fortune qui attend au fond de l'océan. Ces nodules se forment lentement, très lentement. Il leur faut des millions d'années pour croître de quelques centimètres. Un fragment de dent de requin ou un petit morceau de coquillage tombe au fond. Au fil du temps, des minéraux dissous dans l'eau se déposent autour de ce noyau, couche après couche. Le processus est si lent qu'un nodule de 10 cm peut avoir plusieurs millions d'années. Mais pour l'industrie, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'ils sont riches en métaux essentiels pour la transition énergétique. Plusieurs pays et entreprises ont déjà obtenu des permis d'exploration dans cette zone. La France, la Chine, la Russie, le Japon, la Corée et même de petites nations insulaires comme Nauru et Kiribati ont signé des contrats. Ils testent des machines gigantesques qui roulent sur le fond marin comme des tracteurs géants, aspirant les nodules et les remontant vers des navires en surface. Le processus ressemble à passer l'aspirateur sur le plancher océanique. Mais quel est le coût ? Les écologistes sont alarmés. Ces nodules ne sont pas juste des roches. Ils sont l'habitat de milliers d'espèces. Des éponges, des coraux, des vers, des crustacés vivent sur et autour des nodules. Retirer les nodules, c'est détruire leur maison. Et contrairement aux forêts terrestres qui peuvent repousser en quelques décennies, l'écosystème abyssal met des milliers d'années à se reconstituer. Une fois détruit, il pourrait ne jamais revenir. De plus, les machines créent des panaches de sédiments. Imaginez
un nuage de poussière géant qui se propage sur des centaines de kilomètres, étouffant tout sur son passage. Les particules retombent lentement, recouvrant les créatures qui vivent sur le fond. Certaines étouffent, d'autres perdent leur accès à la nourriture. Les scientifiques ont étudié des zones où des tests d'extraction ont été effectués dans les années 70. Plus de 40 ans après, la faune n'a toujours pas récupéré. Le fond marin porte encore les cicatrices des chenilles des machines. Et il y a autre chose. Nous ne savons presque rien de ces écosystèmes. Comment pouvons-nous évaluer l'impact de l'exploitation minière si nous ne comprenons même pas ce qui vit là-bas ? Des études récentes ont découvert 5000 nouvelles espèces dans la zone de Clarion-Clipperton. 5000 espèces que nous ne connaissions pas il y a quelques années. Et les scientifiques estiment que c'est seulement 10% de la biodiversité totale de la région. 90% restent inconnus. Certains de ces organismes pourraient avoir des applications médicales. Les bactéries des sources hydrothermales produisent des enzymes qui fonctionnent à haute température. Ces enzymes sont utilisées en biotechnologie et en médecine. D'autres créatures produisent des composés chimiques uniques pour se défendre ou communiquer. Ces molécules pourraient devenir la base de nouveaux médicaments. Mais si nous détruisons ces écosystèmes avant de les étudier, nous perdons ces opportunités pour toujours. Plusieurs pays, dont la France, ont appelé à un moratoire sur l'exploitation minière en eau profonde. Ils demandent plus de recherche, plus de compréhension avant de commencer à extraire. Mais d'autres, poussés par la demande en métaux, veulent aller de l'avant rapidement. Le débat fait rage. Et pendant ce temps, les fonds marins du Pacifique attendent, vulnérables et largement inconnus. Mais l'exploitation minière n'est pas la seule menace qui pèse sur le Pacifique. Il y a aussi notre pollution, et elle a créé quelque chose de monstrueux. Entre Hawaï et la Californie, flotte une zone de déchets 3 fois plus grande que la France. On l'appelle le grand vortex de déchets du Pacifique. C'est une soupe de plastique qui dérive au gré des courants océaniques. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas une île solide de déchets que vous pourriez marcher dessus. C'est plutôt une concentration diffuse de particules de plastique mélangées à l'eau de mer. Imaginez naviguer pendant des jours à travers une zone où l'eau ressemble à une soupe trouble. Vous ne verriez pas forcément de gros déchets partout. Mais si vous prélevez un échantillon d'eau et le regardez de près, vous trouveriez des centaines de minuscules fragments de plastique. Des morceaux plus petits qu'un grain de riz, du microplastique. Et pour chaque gros objet visible comme une bouteille ou un filet de pêche, il y a des millions de ces particules invisibles. Comment ce vortex s'est-il formé ? Le Pacifique Nord possède un système de courants circulaires appelé le gyre subtropical. Ces courants tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, créant une zone calme au centre. Les déchets qui entrent dans ce système y restent piégés. Année après année, décennie après décennie, le plastique s'accumule. Il se décompose lentement sous l'effet du soleil et des vagues, se fragmentant en particules de plus en plus petites. Mais il ne disparaît jamais vraiment. Le plastique peut persister pendant des siècles. Les études estiment qu'il y a 1 800 000 milliards de morceaux de plastique dans le vortex. 1 800 000 milliards. C'est environ 230 morceaux pour chaque personne sur Terre. Le poids total dépasse 79 000 tonnes. Et 46% de cette masse est constituée de filets de pêche abandonnés ou perdus. Ces filets fantômes continuent à pêcher même après avoir été jetés. Ils piègent des poissons, des tortues, des dauphins, des baleines. Les animaux s'en mêlent et meurent lentement. Mais le problème va au-delà des filets. Les animaux marins confondent le plastique avec de la nourriture. Une tortue voit un sac plastique flotter et pense que c'est une méduse. Elle le mange. Le plastique remplit son estomac, mais n'apporte aucun nutriment. La tortue se sent rassasiée, mais meurt lentement de faim. Les oiseaux marins ramassent des morceaux de plastique colorés et les donnent à leurs poussins. Les estomacs des jeunes oiseaux se remplissent de déchets au lieu de poissons. Ils ne peuvent pas digérer le plastique et meurent de malnutrition. Et puis, il y a les produits chimiques. Le plastique absorbe les polluants de l'eau de mer comme une éponge. Des pesticides, des métaux lourds, des PCB. Quand un animal mange du plastique, il ingère aussi tous ces toxines. Ces produits chimiques s'accumulent dans les tissus. Ils montent la chaîne alimentaire. Les petits poissons mangent du microplastique, les gros poissons mangent les petits, les dauphins et les baleines mangent les gros poissons. À chaque étape, la concentration de toxines augmente. Et à la fin de la chaîne, il y a nous, les humains qui mangent du poisson. Des scientifiques ont trouvé du microplastique dans le sang humain, dans nos poumons, même dans le placenta des femmes enceintes. Nous ingérons environ 5 grammes de plastique par semaine en moyenne. C'est l'équivalent d'une carte de crédit. Chaque semaine. Les effets à long terme sur notre santé sont encore inconnus, mais les premières études sont inquiétantes. Des liens possibles avec le cancer, des perturbations hormonales, des problèmes de reproduction. Le grand vortex de déchets n'est pas unique. Il existe 4 autres zones similaires dans les océans du monde. Mais celle du Pacifique est la plus grande et la plus connue.
quelques organisations tentent de la nettoyer. The Ocean Cleanup, une organisation néerlandaise, a développé des systèmes flottants qui dérivent avec les courants et collectent le plastique. Ils ont déjà retiré plus de 100 000 kg de déchets. C'est impressionnant, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Le vrai problème n'est pas le nettoyage, c'est la source. Chaque année, des millions de tonnes de plastique continuent d'entrer dans l'océan. Des rivières polluées charrient les déchets depuis les continents, des navires perdent des cargaisons, des filets de pêche sont abandonnés. Tant que nous ne stoppons pas le flux à la source, le vortex continuera de croître. Nous pourrions nettoyer toute la zone et elle se reformerait en quelques années. C'est un combat sans fin, mais un combat que nous devons mener. Heureusement, de nouvelles technologies émergent pour nous aider à explorer et protéger le Pacifique. Les robots sous-marins révolutionnent notre capacité à explorer les profondeurs. Fini le temps où seuls des humains courageux dans des bathyscaphes pouvaient descendre dans les abysses. Aujourd'hui, des machines autonomes plongent plus profond, restent plus longtemps et coûtent beaucoup moins cher. Ces robots se divisent en plusieurs catégories, chacune conçue pour des missions spécifiques. Les ROV, ou véhicules téléopérés, restent connectés à un navire de surface par un câble. Ce câble transmet l'énergie et les données en temps réel. Les opérateurs à bord du navire pilotent le robot comme un drone, voyant ce que ses caméras filment, contrôlant ses bras manipulateurs pour prélever des échantillons. Le Victor 6000, opéré par l'Ifremer en France, peut descendre à 6000 mètres et rester au fond pendant 3 jours. Il transporte toute une gamme de capteurs, caméras haute définition, sonars, instruments de mesure chimiques. C'est un laboratoire flottant qui explore les zones les plus inaccessibles. Les AUV, véhicules autonomes, fonctionnent différemment. Ils n'ont pas de câble. Une fois programmés et lancés, ils naviguent seuls, suivant une route préétablie. Ils cartographient le fond marin avec des sonars, prennent des photos, mesurent la température et la salinité de l'eau. Leur autonomie peut durer des jours. L'avantage est qu'ils peuvent couvrir de vastes zones sans intervention humaine constante. Le robot français Ulix peut plonger à 6000 mètres et grimper des pentes sous-marines inclinées à 70 degrés. Il cartographie des reliefs qui seraient impossibles à atteindre autrement. Et puis il y a les gliders, des planeurs sous-marins. Ces robots n'ont pas de moteur. Ils changent leur flottabilité en pompant de l'eau dans et hors de leur coque. En devenant plus lourds, ils descendent. En devenant plus légers, ils remontent. Pendant qu'ils montent et descendent, des ailes leur permettent de glisser horizontalement. C'est un mouvement en zigzag qui les fait avancer lentement, mais de manière très économe en énergie. Certains gliders peuvent rester en mer pendant des mois, collectant des données sur des milliers de kilomètres. L'intelligence artificielle améliore ces robots. Des algorithmes permettent aux AUV d'adapter leur trajectoire en temps réel. Si le robot détecte quelque chose d'intéressant, il peut décider de s'arrêter et d'investiguer. Il peut reconnaître des espèces marines, identifier des structures géologiques, éviter automatiquement des obstacles. Cette autonomie transforme l'exploration. Au lieu d'envoyer un robot suivre bêtement un chemin, nous pouvons lui donner une mission générale et le laisser prendre des décisions intelligentes. Les capteurs aussi évoluent rapidement. Les caméras peuvent maintenant filmer en ultra haute définition, même dans l'obscurité quasi totale des abysses. Les sonars créent des cartes tridimensionnelles du fond marin avec une résolution de moins d'1 mètre. C'est comme faire une échographie de l'océan. Les scientifiques peuvent voir des détails qu'ils ne pouvaient qu'imaginer auparavant. Des instruments mesurent l'ADN environnemental, c'est-à-dire les traces génétiques laissées par les créatures dans l'eau. En prélevant simplement un échantillon d'eau, ils peuvent savoir quelles espèces vivent dans la zone sans même les voir. Ces technologies ouvrent des possibilités incroyables. Des essaims de petits robots pourraient travailler ensemble pour cartographier de vastes zones. Imaginez 50 robots autonomes qui se coordonnent comme une nuée d'oiseaux, couvrant des milliers de kilomètres carrés en quelques semaines. Ou des stations de surveillance permanentes déposées sur le fond marin, transmettant des données en continu pendant des années. Nous pourrions suivre l'évolution des écosystèmes en temps réel, détecter les changements, réagir aux menaces. Mais la technologie a ses limites. Les batteries restent un problème. Plus un robot porte d'instruments, plus il consomme d'énergie, plus sa durée de mission se réduit. Les communications sous-marines sont difficiles. Les ondes radio ne passent pas dans l'eau. Les robots doivent remonter à la surface pour transmettre leurs données ou utiliser des signaux acoustiques très lents. Et puis il y a la complexité du terrain. Le fond de l'océan est chaotique. Des montagnes sous-marines, des canyons, des champs de lave, des cheminées hydrothermales. Un robot peut facilement se perdre ou se coincer dans ce labyrinthe. Malgré ces défis, les avancées sont impressionnantes. Et elles arrivent à point nommé. Parce que chaque année apporte son lot de nouvelles découvertes dans le Pacifique. Des découvertes qui nous rappellent à quel point nous avons encore à apprendre. En 2024, une expédition dans la fosse des Kuriles, au nord du Japon,
a trouvé quelque chose d'extraordinaire. À plus de 9000 mètres de profondeur, les scientifiques ont découvert une communauté entière de créatures géantes. Des amphipodes de la taille d'une main, des vers tubicoles de 30 cm, des mollusques et des crustacés grouillant autour de sources chimiques. Personne ne s'attendait à trouver autant de vie à cette profondeur. Les modèles théoriques suggéraient que, si loin dans les abysses, seuls des micro-organismes pourraient survivre. Mais la nature, comme toujours, nous surprend. Une autre découverte récente concerne les siphonophores. Ces créatures ressemblent à des méduses, mais sont en fait des colonies d'organismes qui vivent ensemble comme un seul être. En 2024, des explorateurs ont filmé un siphonophore géant dans le Pacifique. Il mesurait 45 mètres de long. 45 mètres, c'est plus long qu'une baleine bleue. Il dérivait lentement dans l'eau, ses tentacules transparents, ondulants comme des rubans de verre. Cette créature forme une spirale parfaite, et chaque partie de la colonie a une fonction spécialisée. Certaines parties capturent des proies, d'autres digèrent, d'autres se reproduisent. C'est un organisme collectif d'une complexité stupéfiante. Les scientifiques ont aussi découvert une pieuvre fantôme dans le Pacifique Sud. Elle vit à plus de 4000 mètres de profondeur. Son corps est presque transparent, avec seulement quelques organes internes visibles. Elle flotte au-dessus du fond marin comme un spectre, utilisant ses tentacules pour attraper de minuscules créatures. Cette espèce n'a toujours pas été officiellement décrite parce qu'aucun spécimen complet n'a pu être collecté. Les scientifiques l'ont seulement filmé, fantomatique et insaisissable. Et puis, il y a eu cette découverte troublante dans la fosse des Mariannes. Des chercheurs ont détecté des niveaux élevés de polluants dans les tissus de créatures vivant à 11 km de profondeur. Des PCB, des produits chimiques interdits depuis des décennies. Comment sont-ils arrivés là ? Ils ont été transportés par les courants océaniques et les particules qui coulent lentement vers le fond. Même l'endroit le plus reculé de la planète n'est pas à l'abri de notre pollution. C'est un rappel sombre que nos actions à la surface ont des conséquences jusqu'au fond des abysses. Chaque nouvelle expédition révèle des espèces que personne n'a jamais vues. Des poissons sans yeux avec des dents démesurées. Des vers luminescents qui brillent comme des guirlandes de Noël. Des crabes couverts de poils qui hébergent des bactéries symbiotiques. Le Pacifique est un coffre au trésor biologique qui n'attend que d'être ouvert. Mais le temps presse. Le Pacifique change. Le changement climatique réchauffe ses eaux. L'acidification augmente à mesure que l'océan absorbe notre dioxyde de carbone. Les écosystèmes se déplacent vers les pôles pour échapper à la chaleur. Des espèces disparaissent avant que nous ayons eu le temps de les découvrir. Si nous voulons comprendre ce monde sous-marin avant qu'il ne soit trop tard, nous devons agir maintenant. Nous devons investir dans l'exploration, dans la recherche, dans la protection. Pourquoi devrions-nous nous soucier des profondeurs du Pacifique ? Parce qu'elles régulent notre climat. Les courants océaniques transportent la chaleur autour du globe. Sans eux, l'Europe gèlerait et les tropiques brûleraient. L'océan absorbe un quart du dioxyde de carbone que nous émettons. Il ralentit le changement climatique. Mais nous ne comprenons pas encore tous les mécanismes. Plus nous en apprenons, mieux nous pouvons prédire et atténuer les changements futurs. Les profondeurs abritent aussi des ressources inestimables. Des organismes qui produisent des enzymes uniques. Des bactéries qui décomposent la pollution. Des composés chimiques qui pourraient devenir des médicaments. La pénicilline a été découverte par hasard. Combien d'autres découvertes transformatrices nous attendent dans les abysses ? Nous ne le saurons jamais si nous ne regardons pas. Et puis il y a la simple merveille de la découverte. L'exploration nous rappelle que notre monde est encore vaste et mystérieux, que nous n'avons pas tout vu, tout compris, tout conquis. Il reste des frontières à franchir, des questions à poser, des réponses à trouver. Le Pacifique profond est l'une de ces dernières frontières, et contrairement à l'espace, il est juste là, sous nos pieds, accessible si nous en avons la volonté. Alors oui, explorons. Envoyons des robots cartographier chaque centimètre carré du fond marin. Construisons des observatoires sous-marins permanents. Formons une nouvelle génération d'océanographes passionnés. Protégeons les écosystèmes fragiles avant de les détruire. Étudions les créatures étranges qui vivent dans l'obscurité. Apprenons de leurs adaptations extraordinaires. Et surtout, n'oublions jamais que le Pacifique n'est pas un désert vide. C'est un monde vivant, palpitant, rempli de merveilles que nous commençons à peine à entrevoir. Un monde qui mérite notre respect et notre attention.